l'hôpital militaire de Marrakech pour nous traiter donc la prise en charge de la BPCO à la phase stable, les recommandations Gold 2024. Et c'est un symposium sponsorisé par Atlas Farm. À vous la parole, Ustad. Merci Leïla pour cet accueil. Je remercie professeur Hind Serhan pour cet excellent congrès. Elle nous a habitués à des congrès vraiment de qualité. Je la remercie, je remercie toute l'équipe organisatrice. Je remercie également le laboratoire Atlas Farm de m'avoir choisi pour animer ce symposium. Alors, il s'intitule la prise en charge de la BPCO en état stable Gold 2024. Alors, c'est juste un adieu au Gold 2024, vu que le Gold 2025 est sorti il y a 5 jours. Exactement 5 jours. Donc, on va parler du Gold 2024 et quelques nouveautés du Gold 2025. Alors, comme vous le savez, la BPCO est une maladie respiratoire chronique répandue, évitable, d'accord, surtout par l'éviction du tabac, et malheureusement sous-estimée. Et puis ça y est, on l'avait annoncé entre 2020 et 2030, la BPCO est la 3e cause de décès actuellement. Il a dépassé les cancers. Elle est juste après les cardiopathies ischémiques et les accidents vasculaires cérébraux. Il y a plus de 3 millions, ils ont recensé plus de 3 millions de morts en 2015. Une prévalence très variable, 5 à 10% dans les pays industrialisés. Il y a quelques années, on avait estimé la prévalence au Maroc à 2,2%. Et puis, depuis l'étude BOLD qui a été effectuée à Fès, c'est plutôt 3,2%. Grosso modo, il faut compter entre 800 000 et 1,2 million de Marocains BPCO. L'impact social et économique est très très important, avec des coûts directs et indirects qui sont considérables. Et en cause, bien entendu, il y a le tabagisme, le vieillissement de la population, mais également, dans le contexte marocain, toute l'exposition aux biomasses, en particulier chez les femmes. Diagnostic, évaluation et traitement sont codifiés par toutes les sociétés savantes, pas seulement le comité Gold, il y a aussi l'ATS, l'ERS. Et puis les buts du traitement, comme vous le savez, c'est la réduction des symptômes et la réduction des risques, la mortalité, des exacerbations et puis la détérioration de la fonction respiratoire. Alors, quelle est la définition de la BPCO? Comme vous le savez, elle a été modifiée depuis 2-3 ans. La BPCO est une affection pulmonaire hétérogène caractérisée par des symptômes respiratoires chroniques, tout dyspnée, expectoration et ou exacerbation due à des anomalies des voies aériennes et ou alvéolaires, donc l'emphysème, qui provoque une obstruction des voies aériennes persistante et souvent progressive. Et comme vous le remarquez, l'inflammation a disparu de la définition, notamment à cause de la BPCO génétique, notamment par déficit en alpha-antitrypsine. Alors, quelles sont les nouveautés Gold 2024? Et ils ont été un petit peu développées dans le Gold 2025. Il y a la partie réservée au prisme, c'est la BPCO avec l'absence de TVO. Il y a une nouvelle section sur l'hyperinflation qui a été rajoutée. Sur la partie spirométrie a été un petit peu développée, je vais en parler, et une nouvelle clarification sur le test pré-bronchodilatateur, et une partie dépistage du cancer bronchique d'une population cible, surtout les patients emphysémateux, et une partie sur les éosinophiles sanguins qui a été mise à jour. On a prouvé que les éosinophiles sanguins étaient associés à un phénotype plus sévère en l'absence de corticoïdes inhalés, et donc une détérioration plus importante de la fonction respiratoire. Les anomalies interstitielles chez les BPCO ont été traitées, surtout le dépistage de la fibrose pulmonaire idiopathique. Et il y a une section sur le sevrage tabagique et notamment la pharmacothérapie antitabagique. Les recommandations sur les vaccinations ont été mises à jour, ils ont rajouté d'autres vaccins. Et puis la prescription du traitement inhalé a été développée comme elle a été développée par le comité GINA, d'accord, dans le choix thérapeutique par le patient, et puis surtout l'adhérence au traitement. Ça, vous connaissez, ça c'est la courbe de Fletcher. Ce que je trouve intéressant dans cette courbe, c'est d'une part ça, d'accord, c'est le VMS, dès qu'il est inférieur à 25%, le pronostic commence à être très, très mauvais et la grande majorité de ces patients sont oxygénodépendants. Et puis l'autre message, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour arrêter de fumer. Concernant la physiopathologie de l'asthme, juste un petit rappel, vous savez que, contrairement à l'asthme, il est dû en général, la fumée et les gaz toxiques qui vont créer un stress oxydatif.
ça va activer les macrophages alvéolaires. Ces macrophages soit vont activer de façon directe les protéases qui vont détruire le parenchyme pulmonaire, soit ils vont activer les polynucléaires neutrophiles qui eux aussi vont activer ces protéases. Et puis en général, enfin surtout quand il y a un déficit en alpha-antitryptine, il y a un déséquilibre protéase-antiprotéase. Et puis ça va déclencher donc une destruction du mur alvéolaire, une hypersécrétion muqueuse et puis une inflammation muqueuse chronique, une source d'obstruction bronchique. Et donc là, ce fameux schéma donc des bronches normales à gauche et puis des bronches pathologiques à droite avec une inflammation, un épaississement bronchique, une inflammation, une fibrose et puis une rupture des attaches alvéolaires par l'emphysème, donc soit par déséquilibre protéase-antiprotéase, soit par l'inflammation elle-même. Quelles sont les conséquences de cette obstruction bronchique? Vous avez bien sûr au niveau de la mécanique ventilatoire un trouble ventilatoire obstructif qui est en général fixe, une hyperinflation, des troubles de l'hématose avec donc une hétérogénéité du rapport ventilation-perfusion, des troubles de la diffusion et puis à la longue une hypoventilation alvéolaire. Vous aurez également une hypertension pulmonaire, soit hypoxique, soit due à une destruction du lit vasculaire et due aussi à l'hyperinflation, ce qu'on appelle l'HTP disproportionné, qu'on voit également dans la fibrose pulmonaire. Vous avez les exacerbations, et puis vous savez, après chaque exacerbation, surtout lorsqu'elle est grave, vous avez une détérioration plus rapide de la fonction respiratoire chez le patient, et puis toutes les comorbidités cardiovasculaires, endocriniennes, métaboliques. Et là, vous avez donc les comorbidités avec le spillover pulmonaire, le spillover de la BPCO. Vous savez que c'est une pathologie systémique à point de départ pulmonaire. Et vous avez donc la charge d'un certain nombre de médiateurs inflammatoires, et notamment les cytokines, avec toutes les comorbidités que vous connaissez, en particulier les pathologies donc, cardiovasculaires, l'ostéoporose, le diabète, la dépression, etc. Quels sont les indicateurs cliniques qu'il faut dépister chez un patient qui est fumeur, plus de 40 ans? Il y a la dyspnée, bien entendu, c'est une dyspnée d'effort, et comme vous le savez, c'est une dyspnée qui est augmentée par l'effort, contrairement à la dyspnée de l'asthmatique. Les sifflements qu'on entend surtout pendant l'exacerbation, l'oppression thoracique, l'asthénie qui accompagne souvent une perte pondérale dans les cas avancés, et l'imitation des activités qui constitue également un facteur pronostic. Une toux sèche ou productive, en particulier lorsque les patients sont sécréteurs, quand ils ont une bronchite chronique, et puis bien entendu les exacerbations. Alors, les critères diagnostiques, c'est la présence, comme vous le savez, d'un trouble ventilatoire obstructif non complètement réversible. Donc il y a une nouvelle section dans le GOLD concernant ce test de réversibilité. Alors qu'est-ce qu'il préconise? Il préconise premièrement soit on peut tester par un bêta-2 mimétique, soit par un anticholinergique, soit par les deux. D'accord, de courte durée d'action, bien sûr. Et on fait le test donc de réversibilité, le test 10 à 15 minutes après. D'accord, on pensait que c'était 20 minutes, 20 minutes c'était très bien. Mais maintenant, 10 à 15 minutes sont suffisantes. Et puis, il y a des critères stricts que vous verrez dans le GOLD qui concernent ce test de réversibilité. Donc, la BPCO résulte de l'interaction gène-environnement qui survient avec le temps chez des individus provoquant des lésions pulmonaires et ou altérant leur développement, bien sûr en parallèle avec un processus de vieillissement pulmonaire. Les facteurs de risque, vous les connaissez, le tabagisme, la pollution intérieure et extérieure, la pollution intérieure qui est assez répandue au Maroc, comme l'a montré l'étude BOLD à Fès, la pollution extérieure et puis les facteurs liés à l'hôte, et notamment l'asthme. L'asthme est un facteur de risque de BPCO. Avant, on parlait d'ACO. D'accord, l'ACO, donc l'association asthme-BPCO. Actuellement, on parle juste de BPCO post-asthmatique. D'accord, c'est une seule entité. Et puis, vous avez bien entendu des facteurs qui favorisent le vieillissement pulmonaire, c'est le déficit en alpha-antitrypsine. Donc, il y a une nouvelle nomenclature, une nouvelle taxonomie. On parle de COPD-G lorsqu'il s'agit donc d'une BPCO par déficit en alpha-antitrypsine. La COPD-D qui est due à un problème de développement, la C qui est due à la cigarette, la P qui est due à la pollution, la I qui est due aux infections de l'enfance ou la tuberculose, la A qui est post-asthmatique et puis la U d'origine inconnue. Celle-là, elle est très très difficile à diagnostiquer en général. Pour l'évaluation initiale, il y a 5 points à préciser. La sévérité de l'obstruction, bien entendu, et ces 5
5 points vont conditionner le traitement ultérieur. Donc la sévérité de l'obstruction, la nature et la gravité des symptômes, l'historique des exacerbations essentielles, l'éosinophilie sanguine et puis les comorbidités. Et puis, le GOLD 2024 a mis l'accent sur 2 entités, la PRISM et la pré-BPCO. Le PRISM, c'est donc la BPCO à spirométrie à Tifno conservé, on va dire. C'est un VMS qui est anormal, inférieur à 80%, mais avec un Tifno normal. La prévalence est de 7 à 13%. Il est associé souvent à un tabagisme, un asthme, une dyspnée, emphysème avec un épaississement bronchique, donc un remodelage des voies aériennes, surtout les petites voies aériennes, avec un surrisque de mortalité. Elle peut soit évoluer vers une normalisation dans un faible nombre de cas ou une obstruction bronchique. Et puis la BPCO, la pré-BPCO, qui est légèrement différente de l'autre, c'est des symptômes associés ou non à des anomalies pulmonaires structurelles, associés ou non à des anomalies physiologiques, mais sans TVO. Alors, quelles sont les anomalies fonctionnelles qu'on peut rencontrer dans cette pré-BPCO? C'est un VMS bas ou à déclin rapide, des troubles de la diffusion, une distension ou un trapping. C'est ce qu'on appelait avant le GOLD 0. Mais c'est un meilleur pronostic que le PRISM ou le GOLD 1, 2. Ça, vous connaissez, ça, c'est les stades spirométriques, les stades de gravité spirométriques qui sont toujours adoptés par l'ATS, l'ERS. Ça, c'est le score 4 qui est essentiel pour classifier et choisir le traitement. Ça, c'est le score MMRC Sadoul et Pollu pour la dyspnée. Donc tout ça, on va aboutir à la classification de cette BPCO en A, B, E. Vous savez que le GOLD C et D ont été fusionnés en un seul GOLD, donc le E qui caractérise les exacerbateurs fréquents qui ont un traitement légèrement différent. Et puis un bilan additionnel est essentiel. On peut faire une plethysmographie, une DLCO pour dépistage d'un emphysème ou une HTP, une saturation, une éventuelle gazométrie artérielle pour dépister l'hypoxie ou l'hypercapnie, un test d'effort de 6 minutes. Et puis l'imagerie est essentielle, une radiographie thoracique, une TDM thoracique, surtout pour dépister le cancer bronchique chez les fumeurs, un dosage de l'alpha-antitrypsine. Malheureusement au Maroc, le traitement par alpha-antitrypsine n'est pas disponible, donc on ne fait pas souvent ce dosage. Et puis les scores pronostiques, il y en a plein. Il y a le score de BOD qu'on connaît tous et qui est le plus utilisé, mais il y a le BODEX, X pour exacerbation, le code, C pour comorbidité, le codex, etc. Et puis bien sûr le bilan des comorbidités, surtout métaboliques et cardiovasculaires, et puis les biomarqueurs qui sont pour certains des facteurs pronostiques comme la CRP. Alors quel est le but du traitement? Bien sûr, c'est la réduction des symptômes et la réduction du risque, le risque de mortalité, d'exacerbation et de progression. Bien sûr, le sevrage tabagique, et là, ils ont mis vraiment l'accent sur le sevrage tabagique. Et malheureusement, également au Maroc, nous n'avons pas la pharmacothérapie anti-tabac, mais on peut se la procurer. Mais je peux vous assurer que le sevrage anti-tabac, il passe d'abord par l'interrogatoire, et un interrogatoire vraiment empathique, d'accord? Il ne faut pas être policier, il ne faut pas accuser le patient de ne pas avoir arrêté de fumer. S'il vous dit « j'ai réduit les cigarettes », vous ne lui dites pas « non, ce n'est pas suffisant », vous lui dites « c'est un très très bon pas », ça veut dire que vous avez une volonté, que vous pouvez vraiment arrêter. Je pense qu'il faut être empathique avec des renforcements positifs, et je pense qu'on peut y arriver avec une bonne discussion. Alors, donc ça, c'est tous les traitements de la BPCO. Et puis, vu que c'est Atlas Pharm qui sponsorise, on va parler un petit peu du formoterol. Et comme vous le voyez, le formoterol existe soit en monothérapie, il est pratiquement incontournable, surtout au Maroc, soit en bithérapie associée aux anticholinergiques, soit en bithérapie associée aux corticoïdes inhalés, soit en trithérapie. Donc avec les corticoïdes inhalés et les anticholinergiques. Et puis surtout, il a un avantage, c'est qu'il a un délai d'action en 3 minutes. Et puis bien sûr, il est de longue durée d'action. Alors, pour les bronchodilatateurs dans la BPCO, on va aller un petit peu vite. Bien sûr, les LABA et les LAMA sont préférés au SABA et au LAMA dans le traitement donc, de la BPCO. Ils améliorent considérablement donc, la fonction respiratoire, la dyspnée, la qualité de vie, puis réduisent les exacerbations, et puis ils préconisent l'association LABA-LAMA pour diminuer donc, la dégradation et le déclin du VMS et améliorer les exacerbations, pour diminuer les exacerbations.
Ça, vous le savez, ça c'est l'action des bronchodilatateurs. Vous avez les bronchodilatateurs de courte durée d'action qui vont se fixer aux récepteurs couplés aux protéines G qui vont déclencher une bronchodilatation. Et puis vous avez les bronchodilatateurs de longue durée d'action qui vont imprégner cette membrane phospholipidique, qui vont distiller progressivement le produit pour donner une bronchodilatation. Et le formoterol, il fait les deux. Vous connaissez ces deux voies, la voie bêta-adrénergique et puis la voie cholinergique, parasympathique. Donc, bronchodilatatrice, la voie bronchodilatatrice va adopter l'adénylcyclase et puis la phospholipase C pour l'acétylcholine. Juste pour vous montrer que ici, vous avez une réaction croisée entre les bronchodilatateurs, donc les bêta-2 mimétiques, et la phospholipase C. Et donc les bronchodilatateurs, les bêta-2 mimétiques, vont inhiber la phospholipase C en plus de leur action bêta-adrénergique. Ils vont inhiber donc, la contraction. Donc ils ont une double action bronchodilatatrice. Alors, le traitement inflammatoire, anti-inflammatoire dans la BPCO en état stable, il y a bien entendu les corticoïdes inhalés, mais pas seuls, en association. Les corticoïdes oraux ne sont pas indiqués, sauf exacerbation. Vous avez les anti-PDE4, le roflumilast, lorsque les corticoïdes inhalés sont insuffisants, ou quand ils sont contre-indiqués. Vous avez les antioxydants et mucorégulateurs, on a du mal à leur trouver une place. Et puis les autres anti-inflammatoires comme les statines qui n'ont pas vraiment de place dans la BPCO, sauf lorsqu'il existe une hypercholestérolémie. Et puis dans le GOLD 2025, il y a de nouveaux anti-inflammatoires qui ont fait leur apparition. Un anti-PDE3, 4, l'ensifentrine, qui est très efficace, et puis l'anti-IL4, dupilumab. Ils ont fait des essais pour les anti-IL5, le MEPO et le Reslisumab, mais qui ne sont pas très efficaces, donc ils ont adopté le dupilumab dans cette indication. Donc si vous lisez le Pocket Guide, il est sorti, vous pourrez voir ces informations. Ça, c'est un schéma que vous connaissez. Le groupe A, on préconise bronchodilatateur, ce que vous voulez, et puis le groupe B, une association, et puis le groupe E, soit une bithérapie, soit vous rajoutez un corticoïde inhalé lorsque les éosinophiles sont élevés. Là, c'est des schémas que vous connaissez. Ça, c'est en cas d'éosinophiles élevés chez les exacerbateurs. Ça, c'est quand il y a juste une dyspnée. Ça, c'est un algorithme que vous connaissez. Donc, quand les éosinophiles sont supérieurs à 300, ils préconisent dans tous les cas, exacerbateurs ou pas exacerbateurs, de les traiter par corticoïdes inhalés. Donc, par trithérapie, d'accord ? Quand ils sont un petit peu limites entre 100 et 300, lorsque les patients sont exacerbateurs, on peut raisonnablement les associer. Et puis, vous avez le roflumilast et puis l'azithromycine. L'azithromycine a une indication également dans la BPCO, en se méfiant des résistances, des diarrhées chroniques et puis des troubles de l'audition. Alors, il y a un certain nombre de patients, surtout dans le contexte marocain, qui sont traités par bithérapie corticoïde là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors, dans le GOLD 2023, c'était presque un blasphème, une hérésie de parler de bithérapie, d'accord, de corticoïdes là-bas. Actuellement, ils se sont un petit peu radoucis, ils disent oui, il y a des patients quand même qui sont bien équilibrés sous cette association, on peut raisonnablement la laisser à 4 conditions, lorsque le traitement est en cours, donc il ne faut pas le débuter, lorsqu'il existe une efficacité avérée, quand il y a peu d'exacerbation et quand les patients sont peu symptomatiques. Ça, alors ces 3 cases, vous les connaissez. Alors, quand est-ce qu'il faut utiliser le corticoïde inhalé? Quand il y a des exacerbations fréquentes avec des éosinophiles de plus de 300, contre l'usage des corticoïdes inhalés lorsqu'ils sont inférieurs à 100 et quand il y a des pneumonies à répétition, entre les deux, quand il y a entre 100 et 300 et qu'il y a des exacerbations, on peut raisonnablement les proposer. Alors les changements, c'est concernant les vaccinations, ils ont rajouté d'autres vaccinations, notamment donc, contre le Zona et contre le VRS, et puis en plus des autres vaccinations, influenza, antipneumocoque, etc. Donc les traitements non pharmacologiques, vous avez bien sûr le sevrage tabagique, la réhabilitation respiratoire, l'oxygénothérapie, la VNI sous certaines conditions, lorsque l'hypercapnie est importante, en acidose, mal tolérée, et puis à condition de mettre de forte pression au-dessus de 18 cm d'eau, sinon ce n'est pas efficace, et puis la chirurgie de réduction pulmonaire. Ça, c'est l'oxygénothérapie dans la BPCO, ça vous connaissez, d'accord? Et puis ça, c'est pour résumer un petit peu, là, dans le traitement de la BPCO, dans le suivi, vous avez l'arrêt du tabac, les mesures associées, bien sûr, la sédentarité, les conseils
la lutte contre la sédentarité et le conseil nutritionnel, le traitement médicamenteux, l'oxygénothérapie, le traitement des comorbidités, et puis la réadaptation respiratoire, soit un minima, 30 minutes d'activité physique par jour associée à des mouvements posturaux, et puis, ou bien des séances de réhabilitation respiratoire, sachant que l'effet à long terme n'a pas été prouvé. Et puis un suivi clinique, spirométrique, comorbidité, et surtout, réviser à chaque fois le système inhalé avec le patient. Est-ce qu'il le prend correctement? Est-ce qu'il adhère à son traitement? Et surtout dans le contexte marocain, est-ce qu'il peut se le payer? Très, très important. Vous avez toutes les interventions sur sur la BPCO. Vous avez donc les cryosprays à l'azote, la rhéoplastie. Ce sont des courants électriques. Je ne sais pas si le professeur de Voissou fait ça à la Croix-Rousse. La rhéoplastie, donc un courant thermique électrique qui est pour griller un petit peu les cellules caliciformes, pour empêcher la sécrétion. Vous avez la dénervation pulmonaire, et puis vous avez la bulectomie, les coils, les valves, l'ablation par thermovapeur, l'étanchéité, etc. Donc, la BPCO constitue un véritable fardeau à l'échelle mondiale. Les innovations thérapeutiques passent par la compréhension précise de sa physiopathologie. Ça passe également par la prévention primaire, sensibilisation sur le tabagisme et les autres facteurs de risque, les biomasses, une éducation thérapeutique indispensable comme pour la maladie asthmatique, un sevrage tabagique, une réhabilitation et un traitement pharmacologique. Il faut surtout une approche multidisciplinaire, et à l'hôpital militaire, on a de plus en plus une collaboration avec les cardiologues. On dépiste les BPCO en cardiologie et les cardiopathes en pneumologie, donc c'est une collaboration, ça permet de dépister un petit peu plus de BPCO et de mieux les traiter. Et puis le formotérol, c'est une molécule intéressante, seule ou en association, un délai d'action court et puis un effet prolongé, une synergie avec les anticholinergiques. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Benjeloun, pour votre exposé. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On pourrait peut-être prendre deux. Oui, si je suis ici. Merci, c'était excellent. J'avais une question à poser tout à l'heure à Dr Péché, mais quand vous avez parlé de BPCO, je vais la poser avec la sortie du nouveau GOLD 2025. En fait, tout à l'heure, il avait présenté une étude montrant que les patients qui ont une atteinte importante des petites voies aérées, ils vont évoluer certainement inéluctablement vers une BPCO par la suite qui pourrait être sévère. Je m'attendais à ce que le nouveau GOLD puisse en parler de ça, mais apparemment, il n'y a pas du nouveau. Non, malheureusement, le GOLD 2024 a développé un petit peu le prisme, surtout le prisme un petit peu la pré-BPCO. Je m'attendais à ce que le GOLD 2025, effectivement, développe un petit peu plus. Mais bon, c'est vrai que ils en ont parlé, mais c'est vrai qu'ils sont un petit peu dans le flou encore. Et c'est vrai qu'ils savent qu'il y a un remodelage au niveau des petites voies aériennes, mais ils ne savent pas vraiment comment ça évolue. D'accord. Il y a des publications qui sont sorties, en dehors du GOLD 2025, il y a des publications qui sont sorties et de plus en plus de papiers qui s'intéressent à ça. Et je pense que l'avenir va nous révéler beaucoup de choses.